Alors, je recommence en disant qu'avant de se retrouver pour ce Café Histoire, je voulais vous souhaiter une belle et douce année 2021 et je disais qu'elle aurait de la peine à être aussi désagréable que l'année précédente. Voilà, donc je vous souhaite plein de belles choses aux uns et aux autres et je suis vraiment très, très heureuse de vous retrouver pour ce Café Histoire, ce premier Café Histoire de l'année. Alors, ce premier café histoire de l'année, on va le commencer avec l'histoire de trois femmes qui sont une mère et donc Anne de Bretagne et ses deux filles, Claude de France et Renée de France. Elle qui voulait tant un héritier et ses deux époux royaux encore plus qu'elle, a eu de ses multiples grossesses deux filles vivantes qui vont avoir deux destinées extrêmement différentes en restant, je dirais, chacune à leur manière, très attachées au duché de Bretagne. Alors, on va commencer évidemment, alors je ne vais pas faire beaucoup d'histoires je dirais, ni militaire, ni même diplomatique, un petit peu, mais on va surtout faire de l'histoire des mariages, des grossesses, des enfants de ces trois femmes, mais aussi d'engagements qui sont des engagements religieux pour beaucoup d'entre elles, et puis en fil rouge, ce duché de Bretagne, c'est pendant la vie de ces trois femmes que le duché de Bretagne échappe à la Bretagne et est rattaché en 1532 à la France. Voilà, donc là, ce sont des vies aussi assez terribles hein, dont on va parler. Anne de Bretagne va mener une enfance assez difficile. Elle est en grande partie élevée par son père parce que sa mère meurt en 1486. Comme elle va mourir alors que ses filles sont encore extrêmement jeunes. Hein. Et son père, le duc François II, est un duc que l'on va qualifier de dilettante. Il est peu intéressé par le pouvoir. Il est très peu intéressé par la gestion de son duché. Il est très intéressé par la maîtresse qui fait l'objet de toutes ses attentions, qui s'appelle Agnès de Maignelet et que le roi de France, Louis XI, a mis dans son lit. C'était la maîtresse de Charles VII. Et donc, quand Louis XI monte sur le trône, eh bien, elle va passer du lit de Charles VII au lit de François II, dont il aura d'ailleurs un fils, François d'Avocourt, avec cette maîtresse. On va parler aussi beaucoup de maîtresses. Ah. Voilà, donc c'est la première chose. Pour le reste, ils ont deux filles aussi. Et quand Anne naît en 1477, c'est je dirais, c'est une déception pour le duché. Une déception parce que en 1365, il y avait eu le traité de Guérande, et ce traité de Guérande avait transformé la loi successorale de Bretagne. Et ça voulait dire que dorénavant, la Bretagne, pour sa succession, s'alignait sur celle de la France. Donc, en fait, c'était l'horrible loi salique dont René de France parlera, elle la traitera de maudite loi salique, d'horrible loi salique. Alors, l'éducation d'Anne se fait sous la houlette d'une femme qui va lui donner une éducation très importante, très,
très ouverte sur le monde et qui s'appelle Françoise de Dinan. Mais il est clair que la jeunesse d'Anne, l'enfance d'Anne, est détruite par la guerre que son père mène, qu'on appelle la guerre folle, qui est une guerre qui s'opposait au roi de France et on l'a appelée la guerre folle tant elle avait peu de chances aussi de réunir. Et c'était une poignée de grands seigneurs qui avaient du mal à se faire reconnaître dans le royaume de France ou autour et qui s'étaient réunis en espérant à la mort de Louis XI en imposer à Anne de Beaujeu, qui est une femme extrêmement autoritaire dont on aura l'occasion de reparler. Il croit en imposer à Anne de Beaujeu. Il s'allie à François II de Bretagne et François II de Bretagne, évidemment, va les soutenir parce qu'il craint, lui, pour l'indépendance de son duché. Il a beau être un seigneur peu apte à diriger, il est très attaché à l'indépendance de son duché. Et dans cette guerre folle, il y a un autre protagoniste qui fascine la petite Anne, c'est Louis d'Orléans. Et ce Louis d'Orléans, il est un des proches de François II. Il est plein d'attention pour la petite Anne et il est extrêmement ouvert à tout ce qui est la Bretagne, le duché de Bretagne. Et il est important pour la suite parce qu'il va devenir le roi Louis XII. Et entre Louis XII et Anne, le futur Louis XII et Anne, eh bien, il y a une espèce de connivence qui s'installe. Et quand elle épousera quelques années plus tard, à la mort de Charles VIII, Louis XII, eh bien, elle va penser qu'elle va faire un mariage heureux. Ce ne sera pas tout à fait la réalité. Alors, cette guerre folle se termine très mal par la défaite de Saint-Aubin du Cormier, le traité du Verger et dans la foulée, la mort de François II. Anne a 11 ans quand tout cela arrive et son avenir est sans espoir d'un côté et en tout cas c'est un avenir difficile où elle ne sait pas très bien comment elle va pouvoir derrière la mort de son père, après la mort de son père, comment elle va réussir à maintenir le duché de Bretagne. Alors, il y a quand même eu un point positif, c'est qu'avant de mourir, François II, malgré le traité de Guérande, a fait reconnaître Anne comme duchesse de Bretagne et elle l'a fait reconnaître par les États de Bretagne. Ce qui veut dire qu'en fait, il a transgressé le traité et Anne va pouvoir être duchesse de Bretagne. Et donc, elle devient duchesse de Bretagne en 1489. Duchesse de Bretagne, mais avec les Français à ses portes. Ah. Et ces Français à ses portes, ce sont deux personnalités très différentes. La première, c'est Anne de Beaujeu. Anne de Beaujeu, elle est régente de France depuis la mort de Louis XI et elle tient la France d'une main de fer. Ah. Et avec elle, il y a le dauphin, le dauphin Charles. Lui, c'est pas tout à fait la même personnalité qu'Anne de Beaujeu. Lui, il a 13 ans à la mort de son père et il peut apparaître par rapport à cette régente, qui est sa sœur, hein, comme particulièrement velléitaire. Alors, il est clair que l'enjeu majeur, c'est de doter la duchesse d'un mari. Ah. Et donc, Anne va devoir se marier. Et là, eh bien, ce mariage, c'est quelque chose de particulièrement important. Et il y a des quantités de prétendants.
Alors, je vous ai mis les plus importants. Je vous ai mis les plus importants, mais il y en a eu quand même quelques autres. Alors, François II, avant de mourir, il s'était rapproché du roi d'Angleterre, qui était Édouard IV, et il avait envisagé de faire épouser à Anne ou le duc d'York ou le duc de Buckingham. Sauf que leur oncle, qui est le futur Richard III, va faire assassiner ses deux neveux. Donc, le mariage anglais est raté. Ensuite, il y a deux grands de Bretagne qui sont sur les rangs, Alain d'Albret, où dans son château, on va trouver les initiales enlacées d'Alain et d'Anne de Bretagne, et surtout l'un des fils de Jean II de Rohan, qui voudrait épouser Anne. Alors, ce fils de Jean de Rohan, peu importe lequel, il en a plusieurs, et l'idée c'était simplement de faire épouser un de ses fils à Anne. Sauf que quand même, Anne, elle a une certaine mémoire et un des fils de Jean de Rohan, le père, a été un des artisans de la défaite bretonne. Bon, et puis on envisage peut-être un mariage qui serait un mariage plus prestigieux. Alors, il y a trois possibilités. La première, et Anne en rêve, c'est Louis d'Orléans, mais c'est trop tôt pour le mariage d'Orléans. Il y a ensuite le mariage qu'Anne craint le plus, c'est le mariage avec la France, c'est-à-dire avec le dauphin Charles. Alors, ce qui apparaît important, c'est qu'il y a une dernière possibilité de mariage, c'est Maximilien d'Autriche. Alors, Maximilien d'Autriche, c'est un mariage éminemment prestigieux et qui libérerait Anne de la tutelle française. Donc, le mariage avec Maximilien d'Autriche est décidé. Alors, on organise le mariage, mais Maximilien d'Autriche est loin, tellement loin qu'il ne vient pas. Il ne vient pas au mariage. C'était, je ne dirais pas que c'était habituel, mais enfin, ce n'était pas original à l'époque. On pouvait se marier par procuration. Donc, il envoie un ambassadeur pour le représenter. Le mariage a lieu, mais un mariage, pour qu'il soit vraiment valable, il faut qu'il soit consommé. Alors, vous allez me dire, Maximilien est loin. Alors, il y a un stratagème qui est tout à fait aussi habituel. Une fois la cérémonie terminée, la journée passée, on emmène la jeune mariée dans sa chambre, on la couche, et là, le représentant de Maximilien d'Autriche entre dans la chambre, et ça va s'arrêter là, ou presque. La jeune mariée relève délicatement la chemise qu'elle porte, le représentant de Maximilien d'Autriche enlève son bas et met sa jambe nue contre la jambe de la jeune mariée. Et à ce moment-là, eh ben, on va considérer que le mariage a été consommé. Voilà. Et donc, voilà Anne, désormais mariée à l'Autriche, à Maximilien d'Autriche. C'est malheureusement sans la France, parce que la situation de la Bretagne se dégrade fortement et Anne est obligée de renoncer. Elle s'est mariée en 1490. Elle est obligée de renoncer au mariage avec Maximilien. Alors, elle est mariée, on ne va pas divorcer. Donc, il faut annuler le mariage d'Anne et de Maximilien. Vu de l'extérieur, quand on est entre Maximilien d'Autriche, Anne de Bretagne et la France, c'est une formalité. Sauf que la formalité prend du temps, et le pape ne signe pas l'annulation du mariage. Il va la signer 3 mois après le mariage qui va avoir lieu entre Charles VIII et Anne de Bretagne.
Et il est évident que elle va avoir deux maris pendant ce temps-là, et le pape va donc antidater l'annulation du mariage entre eux. Alors, c'est un triste mariage. Oh, un peu comme le mariage bien triste qui sera celui de sa fille, Claude. Un mariage triste, on est en plein mois de décembre 1491. Ça va se passer au château de Langeais, qui est magnifique, mais qui est sombre à souhait, hein. Et donc, c'est un mariage de nuit. On va chercher Anne, on l'amène en bateau jusqu'au château. Il y a très peu de monde. C'est Anne de Beaujeu et Charles qui ont choisi les invités, en réalité triés sur le volet. Et on va en pleine nuit chercher un notaire, on le fait venir et les deux conjoints donc vont signer leur engagement de mariage et se marier. Et dans ce mariage, il y a un contrat de mariage et ce contrat de mariage, il a toute une partie qui est sur la donation du duché. Et Anne va vivre ce mariage comme une humiliation. Parce que vous voyez, il y a des choses qui sont très difficiles à accepter pour cette jeune femme qui a énormément, enfin jeune femme, jeune fille, hein, qui a énormément souffert dans son enfance, qui s'est battue jusqu'au bout, qui a résisté, qui a subi la domination française. Il y a trois, quatre éléments dans le contrat de mariage qu'elle vit très mal. Le premier élément, c'est qu'en Bretagne, il existe ce que l'on appelle les libertés et privilèges du pays. Et là, il n'en est à aucun moment fait état dans le contrat de mariage. Ensuite, il y a aussi autre chose, c'est que la Bretagne, qui avait une originalité administrative qui faisait que duc était roi en son duché, va être aligné administrativement sur le reste du royaume. On va décider, par exemple, de nommer un général des finances français, nommé par le roi, et donc la France va devenir une généralité, c'est-à-dire quelque part une province comme une autre. Et puis, il y a une autre chose qui va particulièrement marquer Anne, c'est que les épouses sont obligées de se transmettre leurs droits sur le duché, mais des droits sur le duché, Anne en a. Les droits sur le duché de la monarchie française, oulala, il faut aller les chercher très très loin. Il faut peut-être aller réveiller Jeanne de Penthièvre ou toute cette période de la succession du duché de Bretagne, hein. Donc Anne a bien la sensation qu'on lui impose de transmettre ses droits sur le duché à son royal époux, mais que les droits de son royal époux sur son duché ne sont pas établis et on en est très loin. Enfin, il y a l'obligation pour Anne de se remarier avec, au cas où Charles meurt avant d'avoir un héritier mâle, eh bien, il va falloir songer, s'il meurt, à épouser son successeur. Alors que ce soit le successeur direct du roi, son frère par exemple, s'il y en a un vivant, ou un autre héritier, mais Anne est obligée, au cas où Charles mourrait sans héritier mâle, eh bien, il faudrait qu'elle épouse le successeur du roi. Pas drôle, hein, pour une jeune fille qui est extrêmement intelligente. Anne, c'est une des caractéristiques qu'elle partagera avec Renée, sa fille. Ce sont de fortes personnalités qui ne renonceront jamais, mais elles vivent elles vivent, Anne, une période de succession à la mort de son père vraiment terrible.
On ne sait pas très bien, on sait qu'elle est intelligente, on sait qu'elle est cultivée, on sait qu'elle ne parle pas breton, mais qu'elle connaît des rudiments, et même assez bien, le latin, le grec, elle a des rudiments d'hébreu. Elle s'intéresse aux sciences, elle s'intéresse au dessin, enfin, et elle s'intéresse particulièrement à l'histoire. Et même en devenant reine de France, elle sera très attachée à l'histoire de son duché. Alors, l'obsession commence, c'est d'avoir un enfant. Alors, elle s'installe en grande partie au château d'Amboise. Et là, elle va essayer d'avoir un héritier. Et commence à ce moment-là une succession de grossesses absolument effroyables. Anne est souvent enceinte, pour ne pas dire toujours enceinte, et ses enfants meurent à la naissance ou elle fait des fausses couches. Voilà, ils ont juste un espoir qu'on ait un petit garçon qu'on va appeler Charles Orlan, qui naît en 1492, et cet enfant va vivre. Et on le protège, on va le chérir. Anne a une relation presque fusionnelle avec ses enfants, on le verra plus tard. Et puis en 1495, le petit dauphin est atteint, je crois, de la rougeole, d'une maladie dont il ne se soignait guère à l'époque, et il meurt. Et c'est un désespoir parce que de toutes les grossesses d'Anne, il n'y a aucun enfant qui soit vivant. Et pour elle et pour son entourage, c'est presque une malédiction. Vous savez, à l'époque, une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant était extrêmement mal vue, même dans la noblesse de l'entourage du roi. Ça devient donc un élément extrêmement douloureux que quelque part Charles VIII partage avec elle. Et ce mariage va tristement finir, puisque le 7 avril 1498, le roi va se heurter la tête au linteau du château et il meurt. Et s'il n'y a pas vraiment eu d'amour entre Charles VIII et Anne, il y a eu de la part de Charles VIII beaucoup de respect pour cette femme, et c'était un mariage qui avait mal commencé. Je ne dirais pas qu'il a été très heureux, mais presque heureux. Et Anne va porter le deuil. Et elle va porter le deuil d'une façon qu'on connaît mal à l'époque. Elle est la première reine de France à porter le deuil en noir. Jusque-là, on portait le deuil en blanc. Le blanc, c'était le symbole du paradis, le symbole de, en fait, d'échapper au monde dans lequel on était. Le deuil en noir, il est beaucoup plus récent, et c'est un deuil que l'on doit à l'influence espagnole à travers les Habsbourg. À la cour des Habsbourg, on portait déjà le deuil en noir. Mais à la cour de France, c'est la première fois. Et donc, et c'est important pour la suite parce que la malheureuse Claude va se marier alors qu'on est encore dans le deuil de sa maman, et le deuil en noir se fera à ce moment-là. Bon, alors Anne de Bretagne, elle termine la fin de son mariage, va l'affecter, mais ne pas l'arrêter. Et elle devient reine douairière, et elle va reprendre en main immédiatement la Bretagne. Alors, elle le fait en tant que veuve, en tant que reine douairière, mais vous voyez, ça veut dire qu'il y a un attachement particulièrement important d'Anne à la Bretagne. Alors, elle va le faire de deux façons. D'abord en créant l'ordre de la Cordelière, qui va devenir très important en Bretagne,
c'est un ordre des dames chevalières de la Cordelière. Anne était très attachée à un ordre qui s'était beaucoup développé en Bretagne, qui étaient les frères mineurs, c'est les franciscains. Hein. Et les cordeliers, qui étaient ces frères mineurs, avaient une corde à plusieurs nœuds qu'ils utilisaient comme ceinture. Et Anne va utiliser cette cordelière et en faire un élément, enfin un groupe, un ordre pour des femmes qui sont soit des femmes mariées, qui portent un cordon de soie blanche et des entrelacs qu'on appelle des entrelacs d'amour. Et puis pour les veuves, eh bien, c'est un cordon, mais qui cette fois est un cordon en soie noire. Et l'idée, c'est d'exhorter ces femmes à vivre saintement. Et puis surtout, elle va faire frapper une monnaie d'or dès 1498 et elle va faire frapper ce qu'on appelle une padière. Une padière, c'est une pièce de monnaie en or où le souverain est représenté assis. Et Anne va profiter quelque part de sa souveraineté retrouvée pour affirmer son pouvoir en faisant battre monnaie, et la légende de la monnaie la présente comme duchesse des Bretons par la grâce de Dieu. Eh bien, c'était la même expression qui était utilisée jusque-là pour les ducs de Bretagne. Donc, elle va profiter aussi du début de son veuvage pour se réinvestir aussi en Bretagne et en particulier dans un château par-dessus tout, qui est le château des Ducs de Bretagne à Nantes, qui est un château que son père aimait beaucoup et il avait lancé des travaux d'embellissement. Et ces travaux d'embellissement n'avaient jamais été terminés et Anne va les faire terminer. Et elle fait terminer en particulier, je vous en ai mis un détail à côté du château lui-même, elle va faire terminer la tour de la Couronne d'Or, qui est originale parce que c'est une tour, pardon, la tour de la Couronne d'Or, qui a des loggias. Et c'est un bâtiment qui entre du coup véritablement dans la Renaissance. Elle fait graver, restaurer des blasons et elle fait sculpter sur les murs du château son monogramme. Voilà. Elle reste très attachée à Nantes et indirectement à ses parents. Vous vous rappelez, elle avait signé ce contrat de mariage et le contrat de mariage la contraignait à épouser le roi suivant. Donc, il n'y a pas de frère, il n'y a pas d'héritier, il n'y a rien du tout. Donc, c'est quelqu'un qu'elle connaît bien, qui va devenir roi de France. C'est Louis d'Orléans, qui va prendre le nom de Louis XII. Alors, c'est pas simple non plus parce que il est marié. Il est marié à une des filles de Louis XI, qui était Jeanne de France, qui était une femme d'une grande intelligence, mais qui était boiteuse, physiquement très handicapée, dirions-nous, mais qui est une femme extrêmement bonne. Donc, il obtient l'annulation de son mariage. Elle-même va ensuite se retirer et vivre dans la foi seulement. Et il va donc pouvoir épouser Anne de Bretagne. C'est un faux mariage d'amour parce que, bien sûr qu'il y a tout ce qu'ils ont vécu ensemble quand elle était enfant, mais en fait, Louis XII, peut-être encore plus que Charles VIII, va avoir une seule obsession, c'est que la duchesse de Bretagne disparaisse derrière la reine de France. Et c'est son obsession. Il est français par-dessus tout.
vous voyez. Et il ne va rêver ensuite pour ses filles que de mariage français. Et Anne va bien comprendre que le mariage d'amour dont elle espérait tant est un mariage d'abord de raison et un mariage qui ne va pas faire la part belle à la Bretagne. C'est le moins que l'on puisse. Alors, pourtant, quand le contrat de mariage est signé, on a l'impression qu'il est plus favorable à la Bretagne que le précédent. Il n'y a pas de nouvelle loi imposée en Bretagne si les États de Bretagne ne l'acceptent pas. Il n'y a pas de service militaire hors de Bretagne sans l'autorisation des Bretons. Les impôts sont décidés par les États de Bretagne. Les Bretons ne peuvent pas être jugés hors de Bretagne, et ça, la justice est quelque chose à laquelle Anne est particulièrement attachée. Les officiers civils, quand ils sont nommés, doivent être bretons. Bon, voilà, donc c'est plutôt favorable. Sauf que oui et non, parce que dans la réalité, la chancellerie de Bretagne, qui était si importante, elle disparaît. La Chambre des comptes, elle est désormais envoyée de Saint-Malo à Nantes et elle ne sera plus contrôlée par les Bretons. Et Saint-Malo est rattaché au domaine royal dorénavant. Quant au Parlement de Bretagne, il est remplacé par les grands jours, mais les grands jours, ce sera une convocation aléatoire, des convocations totalement irrégulières. Et pour finir, le Conseil est vidé de ses attributions. Donc, vous voyez, apparemment, c'est plus favorable. Dans la réalité, ça n'est pas vraiment pour Anne. Et elle en sort à la fois confiante et pleine d'interrogations. Or, commence pour elle l'épreuve de l'héritier. Elle meurt en 1514 et entre 1499 et 1514, elle aura 14 grossesses. Vous imaginez? Et ces 14 grossesses, les enfants meurent en bas âge ou elles ne les mènent pas jusqu'au bout. Alors à l'époque aussi, il y avait des thèses complotistes. Hein, on n'a pas tout inventé aujourd'hui. Alors il y avait un bruit qui courait. C'était que ces enfants mouraient, en particulier les garçons, quand il y avait à la cour la mère du futur François Ier, qui s'appelait Louise de Savoie, c'était pas une rigolote, hein, Louise de Savoie, et elle maniait assez bien les bagues à poison. Hein. Et on m'a raconté que c'était quand elle était là que les héritiers d'Anne de Bretagne mouraient. Dans la réalité, Louise de Savoie, qui n'est guère un personnage sympathique, mais n'y est sans doute absolument pour rien. C'était les fake news de l'époque. Hein, voilà. Alors, cette soif d'enfant d'Anne va lui permettre d'être, j'allais dire quelque part, une mère moderne, c'est-à-dire une mère qui va s'occuper de ses enfants. Et vous voyez, dans la triste vie de Claude de France, Claude, on lui prendra ses enfants. La fameuse Louise de Savoie, qui est sa belle-mère, va prendre ses enfants. Alors, il y a ici pour Anne, c'est pas du tout le cas. Elle prend ses filles, elle s'en occupe, on le verra pour Claude, et il y a un attachement très important pour ses filles. Hein. Ce qui est relativement rare à l'époque où une reine s'occupait peu de ses enfants. Mais il y a sans doute aussi chez Anne la crainte de les voir disparaître. Alors, les relations d'Anne et de la Bretagne restent quand même extrêmement importantes. Et Anne va faire un tour de Bretagne, ce qu'on appelle le Trobrez d'Anne, où elle va elle promet
parce que le roi de France est malade, Louis XII est malade, et on pense qu'il est perdu, et elle va donc promettre de faire un tour de Bretagne pour aller jusqu'à la basilique du Folgouet, qui a été construite sous l'influence des ducs Jean IV et Jean V, et elle va vouloir s'y rendre. Donc, elle va longer. Alors, c'est assez drôle parce que vous voyez, on voit que le développement de la Bretagne et des villes par lesquelles elle passe, je vous ai mis en bas l'entrée d'Anne à Morlaix. Bon, elle passe par la côte. L'intérieur de la Bretagne était encore assez peu mis en valeur, et les routes, on appelait ça la Sibérie bretonne hein, pendant longtemps, et les routes étaient peu carrossables la plus grande partie de l'année. Alors ce Traubrez, aujourd'hui, on sait très bien que derrière, dans la réalité, c'est pas tellement la guérison du roi, parce que quelque part, vous imaginez, si le roi meurt pendant qu'Anne est en Bretagne, elle n'est pas obligée de revenir en France, elle peut rester en Bretagne. En réalité, si Anne est partie là-bas, c'est parce que le roi veut marier l'aîné de ses filles au fils de Louise de Savoie, c'est-à-dire au futur François Ier. Et Anne ne veut pas de ce mariage. Elle ne veut pas en entendre parler. Et donc, son départ en Bretagne est à la fois la peur que le roi meure et qu'elle soit en France, donc elle préférerait qu'il meure alors qu'elle est en Bretagne. Et puis, c'est sans doute aussi fortement lié aux perspectives de mariage de Claude. Et ce qu'il faut voir derrière, c'est que ce mariage ne sera pas le mariage heureux dont Anne pouvait rêver. Alors du coup, Anne, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va devenir une reine mécène qui va, c'est une des principales reines mécènes, et elle va permettre à la France de passer du Moyen Âge à la Renaissance. Elle est très marquée par l'héritage d'Anne de Bretagne, par l'éducation qu'on lui a donnée, et donc tout ça est très ancré chez elle. Donc elle va développer le château de Blois, qui va être le château dans lequel Claude va passer une bonne partie de sa vie, et elle le modernise, et elle fait mettre un peu partout les symboles qu'elle a choisis, c'est-à-dire l'hermine d'un côté et la cordelière de l'autre. Et on a un petit peu partout le symbole de la royauté. Il va y avoir une couronne ou le lys de la maison de France, et puis l'hermine et la cordelière. Alors, c'est un symbole extrêmement fort, parce que qu'est-ce qu'elle dit en mettant ça? Elle met à égalité le royaume de France et le duché de Bretagne. Ça veut dire que l'union de la France et de la Bretagne, c'est un acte volontaire accepté des deux côtés, et qui doit s'engager à respecter à égalité les droits des deux parties. C'est pas totalement ce que Louis XII va faire. Alors, elle s'entoure de poètes et de chroniqueurs, d'historiens. Elle fait de Jean Marot son poète et son secrétaire. Elle va surtout s'entourer de deux hommes, Alain Bouchard et Pierre Lebeau, et elle va demander que soit écrite une histoire de la Bretagne. Donc, Pierre Lebeau va publier le livre des chroniques des rois, ducs et princes de Bretagne armoricaine, autrement nommé la moindre Bretagne, la petite Bretagne. Et Alain Bouchard, donc ça c'est en 1498, hein, au moment où elle de son veuvage, et puis Alain Bouchard qui va faire imprimer les grandes chroniques de Bretagne, et c'est le premier livre imprimé d'histoire de la Bretagne. Et elle fait écrire cette histoire de Bretagne
parce que derrière, elle veut prouver, s'il en était besoin, toute l'histoire et tout l'enchaînement de l'histoire de la Bretagne. C'est une volonté politique, hein, c'est pas une volonté purement historique ou nostalgique, c'est la volonté de montrer la valeur qu'a encore la Bretagne et qu'elle conserve. Elle fait aussi, alors, elle fait beaucoup de elle commande à Jean Bourdichon les grandes heures d'Anne de Bretagne, donc entre 1503 et 1508. On peut la voir en allant sur le site de la BNF via Gallica. Et c'est un livre extraordinaire parce que vous y avez à la fois des références religieuses. On voit par exemple Sainte Ursule et Sainte Marguerite, qui étaient les grandes saintes de l'époque, et elle fait rajouter Sainte Anne. Hein. Et à côté, il y a tout un travail sur la faune, la flore. C'est un vrai livre de sciences naturelles, absolument magnifique, avec des couleurs merveilleuses et qu'elle fait réaliser. Elle commande aussi au château de Nantes, à la cathédrale de Nantes, le tombeau de ses parents par Michel Colombe, et elle fait mettre aux quatre coins du tombeau les quatre vertus cardinales. Et ces quatre vertus cardinales, c'est la morale, la force morale, la tempérance, la prudence et la justice. Et elle demande à Michel Colombe, elle choisit de se faire représenter sous les traits de la justice. Ah, voilà. Donc, vous voyez, c'est une, une reine vraiment mécène qui meurt le 9 janvier 1514, c'est l'anniversaire aujourd'hui du décès d'Anne de Bretagne. Elle meurt épuisée partout, épuisée par ses grossesses, épuisée par les drames de sa vie. Un chroniqueur expliquera que elle aurait considéré que tous les enfants qu'elle a portés et qui sont morts, elle en a porté le deuil toute sa vie. Elle est atteinte aussi de ce qu'on appelle la maladie de la gravelle, la maladie de la pierre, qui ressemble, qui est assez proche des coliques néphrétiques et de choses comme ça. Et elle meurt au château de Blois. Son mari n'est pas là. Il va revenir et décider que l'on va faire des funérailles d'Anne, les funérailles les plus grandioses que la monarchie française ait connues. Mais c'est les plus grandioses et les plus coûteuses de tous les souverains français. Ça va durer 39 jours, hein, et ça va se dérouler en 3 temps. Un premier temps qui est le temps du recueillement et des larmes, qui a lieu au château de Blois. Et puis ensuite, on met Anne, embaumée d'ailleurs, dans un cercueil, et on va l'emmener vers la basilique Saint-Denis. Et donc, il y a des stations tout autour, tout au cours du trajet, le long du cortège, donc des stations, les gens viennent s'incliner, voilà. Et puis finalement, on va l'enterrer à une région parisienne, on l'amène d'abord à Notre-Dame et ensuite on va l'enterrer à la basilique Saint-Denis. Et j'ai pas le temps d'en parler ici, mais il y a énormément de détails sur le décès de la reine Anne, alors qu'on sait quasiment rien sur les funérailles. On sait peu de choses sur les funérailles de sa fille Claude. Alors, son cœur va être mis dans un reliquaire d'or. Ce cœur fut si très haut que de la terre aux cieux, sa vertu libérale accroissait mieux et mieux.
mais Dieu en a repris sa portion la meilleure, et cette part terrestre en grand deuil nous demeure, et ce sera son cœur donc qui sera emmené à Nantes et en Bretagne. Et puis, il y a quand même une chose intéressante, c'est que pour la première fois, on va faire réaliser un transit d'Anne de Bretagne et de Louis XII, qui est réalisé par les frères Juste, qui sont des Italiens. Vous voyez, dans les représentations traditionnelles, on voit le roi et la reine très beaux, avec leurs habits de cour et le visage particulièrement apaisé, même dans des gisants. Ça peut être des priants, où ils sont à genoux, ou des gisants. Euh, Là, on inaugure quelque chose de nouveau qui est le transit. Le transit, ce sont les affres de la mort. Et donc, au lieu de représenter Louis XII et Anne sous une forme apaisée, on les représente dans les affres de la mort. Il va y en avoir beaucoup. Il y en a même un de Claude de France, d'ailleurs, un transit. Voilà, donc Anne meurt et la mort d'Anne va nous amener à entrer dans la triste et courte vie de Claude de France. Alors cette pauvre Claude de France, elle est née à Romorantin, hein, en haut de la tour que je vous ai mis là, qui est à côté de la sous-préfecture. Elle naît en octobre 1499 et elle n'aurait jamais dû naître là. Mais il se trouve que cette année-là, il y avait eu la peste et la peste était à Blois et dans toute la région de Blois. Et donc, Anne, qui était enceinte, a été obligée de quitter Blois précipitamment et elle s'est réfugiée chez sa cousine, qui est toujours la même, Louise de Savoie, et qui va l'accueillir à Romorantin. Et c'est à Romorantin qu'elle accouche de cette petite fille à laquelle elle va être particulièrement attachée parce que elle ne meurt pas dans les premiers jours, elle donne l'impression de vouloir vivre. Ah. Elle donne l'impression de vouloir vivre. Et là, eh bien, Anne va s'attacher à cet enfant qu'elle connaîtra évidemment mieux que sa deuxième fille, hein, Renée, dont on parlera tout à l'heure. Et je vous ai mis ce livre extrêmement touchant que l'on appelle l'abécédaire de Claude de France, qui est un abécédaire qui a été commandé vers 1505 par Anne de Bretagne pour sa fille. Claude avait à l'époque 6 ans et elle devait apprendre à lire et à prier. Et c'était un livre qui devait lui apprendre et à lire et à prier. Et elle avait fait enluminer ce livre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il semblerait, d'après les historiens, que ce soit Anne elle-même qui ait rassemblé les textes et qui ait composé tout le programme d'images, tout le programme iconographique. Et ensuite, elle va charger le peintre de la cour, qui venait de Modène. Et ce peintre venu de Modène, c'était Guido Mazzoni, et qui va en réaliser la partie, la mise en forme artistique. Mais c'était très rare. Et il y avait sans doute, on le voit dans le livre d'heures, un intérêt spirituel, religieux d'Anne pour Sainte Anne, dont on sait que dans la tradition religieuse, Sainte Anne est l'éducatrice de la Sainte Vierge. Bon, voilà, donc, sauf que pour Claude, il y a des lettres aussi très touchantes entre Anne et Claude. Quand elles sont séparées, elles s'écrivent.
Et à un moment donné, Claude, qui écrit extrêmement bien, va envoyer à sa mère de très belles lettres et Anne lui écrit: mais je vais devenir une bonne mère grâce à vous, tant les lettres que vous m'écrivez sont belles. Ah, voilà. Donc, mais Anne meurt. Hein. En 1514, Anne est morte. Et à ce moment-là, eh bien, cela va raviver la question qui est la question du mariage. Ah. Parce que c'est la même chose. Tout à l'heure, on disait qu'il fallait marier Anne. Eh bien, là, il faut marier Claude. Claude, c'est un beau c'est un beau parti. Le seul problème de Claude, c'est que c'est une toute jeune fille, hein, mais elle est très fragile de constitution, elle est souvent malade et on se demande même si elle va véritablement pouvoir euh, vivre. Hein. On se demande même si elle est capable d'avoir un enfant. Alors elle en aura, vous le verrez, elle en mourra d'ailleurs, mais on se demande même si elle est capable de porter un enfant. Et ce mariage, c'est un mariage, c'est une histoire, euh, j'allais dire, c'est tout un pataquès, si vous me permettez tout ça. En fait, Anne ne veut pas le mariage avec François d'Angoulême. D'accord? François d'Angoulême, c'est le fils de Louise de Savoie. Et Louise de Savoie a pour son fils une admiration, mais sans borne. Quand elle parle de lui, elle l'appelle Mon César. Elle le trouve beau, il est beau. Et puis, il la fascine parce que il est beaucoup plus grand que les gens de l'époque. Si un jour les musées ouvrent à nouveau, allez au musée de l'armée, aux Invalides, et là, vous verrez les armes de François Ier, c'est un gaillard. Hein. Donc, elle adore son fils et elle le veut roi de France. Ah. Donc, elle, ça l'arrange évidemment que Anne n'est pas d'héritier mâle, il est l'héritier direct. Anne, elle ne veut pas du mariage avec François Ier. Elle a l'impression que si on marie Claude à François Ier, bon, bah, très bien, la Bretagne, c'est fini. Elle passe au roi et on oublie tout. Et c'est comme si elle livrait la Bretagne sur un plateau d'argent à la monarchie française. Alors elle rêve d'un autre mariage. Je ne sais pas si c'est l'héritage du mariage qu'elle avait contracté avec Maximilien de Habsbourg. Elle voudrait que sa fille, et elle aurait voulu hein, que sa fille épousât Charles Quint. Et ce mariage avait même été envisagé, il y avait même eu des signatures, un engagement, mais Louis XII n'a pas du tout l'intention. Il va, en fait, il va mentir et trahir. Il a signé avec Louise de Savoie un engagement qui dit que Claude n'épousera personne à part François d'Angoulême. Et il est engagé avec elle depuis les premières années de la vie de Claude. Hein. Et je crois qu'il s'est engagé en 1501. Donc, vous voyez, il s'est engagé vraiment tout de suite. Et donc, et puis on raconte aussi que quand il était arrivé, qu'il avait vu sa fille, il croise Louise de Savoie et il lui dit Madame, parce qu'on appelait Louise de Savoie Madame, Madame, ma fille aînée, je vous annonce qu'elle sera votre bru. Ah. Et que quand il la présentera à Louise de Savoie, il lui redira Madame, voici votre bru. Ah. Alors Anne ne veut pas, hein, vous vous rappelez, elle fait le pro-braise, elle met des bâtons dans les roues, mais d'abord elle ne réussira pas à empêcher les fiançailles, elle réussit juste à reculer le mariage. Mais dès qu'elle est morte, Louis XII va marier François d'Angoulême à Claude, qui va devenir reine. Alors, Louis XII, il s'était assez vite consolé de
la mort d'Anne, il avait épousé une Anglaise, Mary Tudor, et d'ailleurs, ça avait été l'objet de la rencontre entre Claude et Anne Boleyn. Et bon, il est très malade et il meurt en 1515. Hein. Et en 1515, en janvier 1515, désormais, du coup c'est encore un anniversaire ou presque, François d'Angoulême accède au trône et Claude devient reine de France. Elle a 14 ans et une urgence, donner le duché à son mari si elle décède la première, et une deuxième urgence qui est d'avoir un enfant. Alors le mariage a été sinistre, c'est un mariage, ils se sont mariés en deuil, les malheureux, en drap noir, puisque Anne était morte peu de temps avant. Le mariage est absolument sinistre. Il se fait, comme beaucoup de mariages de l'époque, dans la Sainte-Chapelle de Saint-Germain-en-Laye. Mais c'est sinistre. Et par exemple, Anne boitait, mais sa fille est encore plus boiteuse. Anne, elle boite des deux hanches, la pauvre Claude. Et le problème aussi, c'est que cette malheureuse jeune fille est affectée d'un strabisme particulièrement fort qui apparaît sur beaucoup de tableaux. Elle est boiteuse, on dit qu'elle est laide. Il y a même des gens, alors je continue avec les fake news, hein, qui ont raconté qu'elle était trisomique, ce qui n'était absolument pas le cas, mais elle avait un visage un petit peu particulier. Et c'est certain qu'elle ne rivalise pas avec le César de Louise de Savoie. Donc, je vous ai mis ici le portrait de François Ier et de ses deux maîtresses qu'elle a adorées, Anne de Pisseleu et Françoise de Foix. Anne de Pisseleu, c'était Louise de Savoie qui l'avait mise dans le lit de son fils. Hein, voilà. Et donc, il est très beau. Et un temps, il s'était dit que quand son père est mort, il s'est dit qu'il pourrait peut-être épouser l'épouse anglaise veuve de son père. Et Louise de Savoie, qui évidemment, elle, est très intéressée, avait convoqué son fils en disant mais absolument pas, parce que s'il y a un territoire qui doit être rattaché à la France et dont vous devez être le roi et qui doit disparaître en tant que duché, c'est la Bretagne. Et il est clair que si il avait épousé la veuve anglaise de son père, il n'aurait pas, la Bretagne lui aurait sans doute à ce moment-là échappé. Donc le couple est mal assorti et, et Anne et Claude, pardon, est particulièrement malheureuse. Alors je vous ai mis cette représentation. Elle va avoir 7 enfants. Elle a 10 ans de mariage avant de mourir. Elle accouche 7 fois. Et sur ces 7 enfants, il y en a 2 qui vont vivre. Marguerite, sa dernière fille, duchesse de Berry, et ensuite qui épouse Emmanuel Philibert de Savoie, et puis Henri II, qui est le mari de Catherine de Médicis. Quand elle meurt, son mari se remarie avec la sœur de Charles Quint, c'est-à-dire celle qui aurait dû être sa belle-sœur. Bon, alors Anne se réfugie dans la prière, la dévotion. Elle est particulièrement religieuse. Elle va à la messe tous les jours, elle prie et elle commande à un maître enlumineur donc un livre d'heures qui est le livre d'heures de la reine. Et alors, symbole de son malheur et de sa tristesse, personne ne s'occupe d'elle à la cour. On lui prend ses enfants pour les élever. En fait, c'est Marguerite d'Angoulême, la sœur de François Ier, et Louise de Savoie qui prennent les enfants pour les faire élever. Elle n'a même pas
la consolation d'élever elle-même ses enfants comme sa mère l'avait fait. Elle est ignorée. Son François Ier de Marie, il y a des versions dans lesquelles on dit qu'il fait défiler ses maîtresses devant lui. En réalité, il n'y aura que Françoise de Foix qui lui imposera pour éduquer les enfants royaux, mais elle est seule, très seule. Et donc, elle va prendre comme symbole, comme devise, un symbole de pureté et d'innocence, candida candidis, pur parmi les purs. Elle va prendre comme symbole le signe transpercé d'une flèche, c'est ce qu'on appelle le signe navré. En héraldique, le signe, c'est le symbole de la solitude, de l'abandon. La flèche, c'est l'amour. Et elle va s'inspirer de Louise de Savoie, parce que quand elle avait perdu Louise de Savoie, son époux, qui était Charles d'Orléans, elle avait pris ce symbole du signe navré. Et Claude l'a repris, ça permettait de montrer la solitude, le manque d'amour, peu aimé du roi. Voilà. Alors, elle a laissé quoi, Claude? Elle a laissé énormément de respect autour d'elle. Elle était la bonne reine, hein, très charitable, forte, douce à tout le monde, qui ne fit, disait-on, déplaisir ni mal à aucun de sa cour, ni même de son royaume. Hein. Alors, le peuple a été très affecté. Je vais vous donner un exemple. Quand elle devient reine, il est de tradition que les rois et les reines fassent un tour de leur pays. Alors, vous connaissez un peu François Ier, il fait son tour de France, il exige des villes qui l'accueillent, des débauches financières pour des villes qui ont peu d'argent. Eh bien, Claude va aller rendre les cadeaux. Elle va les vendre, donner l'argent. Et elle n'acceptera pas la ruine de ces gens pour elle, tellement elle est humble. Ah. Alors, elle laissera les prunes, je pense que ça, tout le monde le sait. En fait, à l'époque, François Ier voulait rivaliser, vous savez, avec Charles Quint, et ils cherchaient chacun des alliances particulières. Et il avait trouvé l'alliance de Soliman le Magnifique, donc l'alliance de l'Empire ottoman, en fait, après. Et ce Soliman le Magnifique lui fait lui offre un prunier magnifique avec des prunes vertes et dorées, et on lui donnera le nom de la reine Claude, qui ne fut pas, contrairement à l'image qu'on a, elle n'avait pas la personnalité de sa mère et de sa sœur, mais elle a été quand même un modèle de charité, de douceur, en fait, d'abnégation aussi. Donc, elle meurt et son mari est loin. Il demande à sa mère et à sa sœur de venir aux obsèques, mais elles sont trop loin. Et donc, Claude meurt seul. À la veille de son décès, elle avait institué son fils aîné héritier, et René va renoncer à l'héritage de sa sœur. Voilà, donc elle est enterrée, elle aussi, avec son priant à Saint-Denis. Donc, c'est la fin du duché de Bretagne. À la mort de Claude, le duché de Bretagne revient à son fils aîné, le dauphin François, mais qui meurt sans descendance. Et c'est Henri II qui reçoit alors le titre de dauphin et de duc de Bretagne. Il sera le dernier à le porter et il s'en fiche, pardon pour l'expression, et il va l'abandonner. Voilà, c'était un peu familier. Voilà, et ça donnera le traité d'union que vous connaissez. Alors, pendant ce temps, la petite, et on va terminer là-dessus, la petite Renée de France, qui aurait pu être reine de France sans, comme elle le disait, la méchante loi salique. Elle aurait pu être duchesse de Bretagne, elle aurait pu épouser Charles Quint, à qui on la fiança aussi quelques mois. Elle aurait pu épouser Henri VIII, elle aurait pu revendiquer le Milanais, mais ça ne sera absolument pas le cas. Renée a été élevée selon la volonté d'Anne de Bretagne par une de ses grandes amies,
qui s'appelle Michel de Saubonne, qui est une humaniste très cultivée, protectrice de Clément Marot, protectrice aussi de Guillaume Budet, de Bernard Palissy, et qui va devenir une des fondatrices du protestantisme. François Ier, qui était l'époux de Claude, va devenir son tuteur, et c'est lui qui va décider de son mariage. C'est une intellectuelle, elle est formée par Lefebvre d'Étaples, qui est venu à la cour comme précepteur des enfants de France et qui est aussi le bibliothécaire du roi. Et elle est très liée, même d'un point de vue affectif, avec la future reine de Navarre, qui est Marguerite d'Angoulême. Et cette Marguerite d'Angoulême vit dans un cercle humaniste. Alors, François Ier la marie non pas à un roi prestigieux, mais au duc de Ferrare. Ferrare et Modène, c'est un petit duché italien qui est à côté de la Toscane. Et donc, c'est un duc qui n'est pas un mauvais bougre, hein, qui va l'épouser. Il est le petit-fils du pape Alexandre VI et sa mère est plus connue que son grand-père encore, puisque sa mère est Lucrèce Borgia. Ah. Alors, Hercule d'Este, comme René, sont ce que l'on appelle à l'époque du Moyen Âge, pardon, je suis partie un peu vite, et c'est-à-dire des gens qui, dans leur cours, vont mener une politique d'ouverture et de tolérance. Par exemple, à la cour de Ferrare, qui est vraiment un des grands centres de la Renaissance, il y a une université, etc., on reçoit des juifs et on les protège, ce qui était quand même relativement rare à l'époque. Et Renée va devenir la même chose et elle va s'ouvrir, cette duchesse, aux idées nouvelles. Mais les idées nouvelles, ce sont celles de la religion réformée. Et elle va accueillir beaucoup de huguenots, beaucoup de protestants, dont deux célèbres. Le premier, c'est Clément Marot, qu'elle prend comme secrétaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Anne avait pris comme secrétaire Jean Marot. C'était son poète. Et c'est le père de Clément Marot. Et elle accueille, pas longtemps, pour quelques semaines, peut-être 3 semaines, un homme qui se fait appeler Charles d'Espeville et qui, en fait, est Jean Calvin. Donc, elle va hésiter entre protestantisme et catholicisme. C'est l'époque où Calvin publie l'institution de la religion chrétienne et elle va commencer une correspondance très fournie entre Calvin, avec Calvin, et alors Calvin, quand on la lit, elle est assez dure. Il l'exhorte, il lui fait des tas de reproches, il trouve qu'elle est molle, il l'admoneste, voilà, mais elle résiste, hein, c'est une très forte personnalité. Alors, elle reste malgré tout une duchesse bretonne, puisqu'à l'université de Ferrare, beaucoup de futurs magistrats bretons vont aller se former. Il y avait une excellente université de droit, et pour la petite histoire, beaucoup de ces jeunes magistrats d'origine bretonne vont rejoindre le groupe qu'on appelait les évangélistes à l'époque, qui était un groupe de réflexion qui existait autour de René et qui a abouti à ce que beaucoup deviennent protestants. Et beaucoup de ces jeunes magistrats bretons en sont rentrés protestants. Alors, son mari tolère, et puis au bout d'un moment, vous savez, c'est un petit duché, et il y a une triple pression sur le duc d'Est, la pression du pape, la pression de l'empereur Charles Quint, la pression du roi de France, et donc il n'a pas trop le choix, il va arrêter de tolérer ce que fait sa femme, d'autant plus qu'elle ne communie plus, elle ne va plus à la messe, elle se détache de plus en plus, même symboliquement, de la religion catholique, et donc il va la faire arrêter, emprisonner,
et il va faire venir de France un grand inquisiteur qui s'appelle l'inquisiteur Horry, et ça ne s'invente pas, il était originaire de Saint-Malo. Voilà. Et donc, on lui enlève ses enfants, on les place dans des institutions religieuses et on lui dit qu'il faut qu'elle choisisse. Alors, elle finit du bout des lèvres à dire qu'elle restera catholique. En fait, elle ne veut pas trahir son mari, ni la France, ni rien. Et donc, elle va se soumettre à la déception terrible de Calvin, qui va lui faire des reproches épouvantables. Et le duc de Ferrare va renvoyer l'inquisiteur. Alors, même chose, je vous l'ai mis aussi, le livre d'heures de René, qui était très pieuse et très dépouillée, et qu'on représente souvent en orante, en train de prier devant le dénuement le plus fort. Alors, sur ce, elle a cette cour intellectuelle très importante autour d'elle, mais en 1559, le duc meurt et là, elle reçoit quelques terres et un château à la condition de vivre en bonne catholique. Et le problème, c'est qu'elle a un fils terrible qui est le futur, enfin qui va devenir le duc Alphonse II, et il est persuadé que sa mère ne va respecter aucun de ses engagements. Donc, quand elle émet l'idée de rentrer en France, il lui dit de partir. Alors, j'ai pas trouvé de portrait quand il était jeune. Alors, c'est son fils, mais il a l'air complètement canonique. Par contre, vous voyez sur le portrait, elle ressemble, on la représente comme Anne de Bretagne, mais la souffrance, elle est émaciée, elle a beaucoup souffert. Elle part à Montargis, elle va y faire aménager le château par un architecte qui s'appelle Jacques Androuet du Cerceau, et elle va y accueillir les réformés qui voulaient s'y réfugier. Et il y en a en particulier un célèbre qui est Agrippa d'Aubigné, qui fut accueilli là-bas alors qu'il était en fuite avec son précepteur. Elle a beaucoup d'intellectuels qui viennent, elle se crée des liens, etc. Et on va appeler son château l'Hôtel-Dieu de Montargis. Elle accueille, elle protège les Huguenots, et quand il y aura les guerres de religion à partir de 1572, elle va accueillir des blessés, soigner, c'est un véritable hôpital qu'elle va créer. Alors, elle souffre dans sa chair des guerres de religion, d'abord parce qu'elle connaît la Saint-Barthélemy, hein, c'est le 24 août 1572, et elle, qui ne bougeait pas de Montargis, était allée à ce moment-là à Paris pour les noces d'Henri de Navarre, c'est-à-dire d'Henri IV. Et donc, elle a échappé à la Saint-Barthélemy parce qu'on a sans doute donné l'ordre de protéger l'hôtel où elle était parce que sa fille, sur laquelle je vais rapidement revenir, était mariée au duc de Nemours, mais elle aurait sans cette protection, sans doute eût-elle été massacrée. Alors, les relations avec ses enfants, c'est douloureux. Alors avec Alphonse, c'est même pas la peine d'en reparler. Il n'y a aucune confiance entre la mère et le fils. Ses filles cadettes, Lucrèce et Éléonore, ne l'intéressent absolument pas. Par contre, elle est extrêmement liée à sa fille aînée qui s'appelle Anne, et Anne d'Este, Anna d'Este, hein, et qui est vraiment très proche de sa mère et qui a épousé François de Guise, qui a été un des grands chefs d'armes du roi Henri II et le principal chef catholique pendant la première guerre de religion. Il mourra et sa femme épousera dans la foulée le duc de Nemours. Et puis, elle est très liée aussi avec son fils Louis, qui est le cadet de ses garçons, qui est cardinal et qui fait carrière à la cour de France, et qui est cardinal, hein, donc qui est catholique. Et je crois vraiment que le sort de René eût été beaucoup plus dramatique sans le fait que
Anne et Louis aient été aussi engagés dans le catholicisme. Alors, en dépit d'une vie passée entièrement à l'extérieur de la Bretagne, Renée va avoir une influence sur la Bretagne parce que c'est elle qui indirectement va introduire la réforme en Bretagne grâce à Catherine de Parthenay, qui est la fille, vous vous rappelez, de celle qui l'a éduquée, Michel de Saubonne, qui va devenir duchesse de Rohan et sera aussi à La Rochelle l'âme de la résistance protestante. Quand Renée meurt, elle demande à être enterrée à la huguenote, ce que sa fille va respecter, mais on sait qu'Alphonse II va faire dire un culte catholique pour à la mort de sa mère. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec ces 3 itinéraires. Vous voyez que d'Anne à Claude et à René, eh bien, on a vu s'effriter, se déliter le duché de Bretagne, passer à la France. Il y a un livre d'Henri Pigayen sur Claude de France dans son Histoire des reines de France. Et puis, je ne sais plus si c'est l'année dernière, en 2020 ou en 2019, Frédéric Morvan, qui a travaillé sur Anne de Bretagne et publié chez Gissereau une petite histoire d'Anne de Bretagne qui est un petit joyau sur tout ce qui est famille princière, héritage, généalogie, etc. Voilà, j'en ai terminé. J'ai encore oublié, avec mes histoires de micro au départ, de vous dire que vous pouviez poser des questions. Voilà, j'ai honte. Mais n'hésitez pas si ce soit. Alors, je vais regarder parce que j'ai vu, il y en a qui m'en envoient sur mon. Voilà, Claude, est-ce que tu as. Pour l'instant, non, pas de questions des gens qui regardaient sur Facebook. Mais il est encore temps de poser ces questions. Alors, N'hésitez pas. attends, moi j'en aime, il faut que je juste. Euh, juste que je les ouvre. Et ah oui, alors, en fait, j'ai une question qui me demande pourquoi Renée s'est pas convertie au protestantisme. Pourquoi elle est restée catholique et pourquoi elle est pas, elle a pas été la première de Bretagne. En fait, c'est assez simple. Il y a chez Renée une fidélité euh, à ses origines. Elle est fille de roi et de roi catholique. À son mari, elle est épouse de duc et de duc catholique. Et donc, elle ne trahira pas le catholicisme, mais elle prendra énormément de distance. Je crois que c'est là d'ailleurs un peu je sais pas comment dire, peut-être la déception de Calvin, parce que Calvin, il considérait qu'il aurait peut-être pu faire de Ferrare une. Après, il est parti à Genève, mais il aurait pu faire de Ferrare, si vous voulez, le cœur le cœur du protestantisme. Mais elle n'y a jamais renoncé, même si donc même si ça s'est pas passé comme ça, mais ça aurait pu être une chose. Bon, alors après, j'ai des comiques qui m'envoient faire coïncider le café Histoire avec la mort d'Anne de Bretagne, bravo. Mais en fait, j'avais absolument pas tilté, c'est en le disant tout à l'heure que je m'en suis rendu compte. Donc ça va les comiques, voilà. Et puis alors j'ai une autre question qui est est-ce que quand Anne de Bretagne a fait son pro-braise, est-ce qu'elle voulait que Louis XII meure? Alors, elle ne voulait pas qu'il meure, enfin j'en sais rien en fait, mais
comme il était gravement malade et que ça se répercutait, il avait des problèmes intestinaux, des hémorragies, etc. Elle avait peur qu'il meure et qu'elle soit en France, et elle aurait préféré, s'il mourait, être en Bretagne, parce que du coup, elle serait restée en Bretagne. Mais elle n'a pas nécessairement voulu le tuer. Voilà, voilà ce que j'avais. Claude, tu n'as rien d'autre? Non, non, pas pour l'instant en tout cas. J'ai incité les gens à intervenir sur le fil de discussion Facebook. Mais Tu sais, la pas de prochaine remarques. fois, tu vas introduire, Ah, comme tu es moins bête que moi, tu vas euh, on va faire un truc où tu... Voilà. Comme ça, tu diras... peut-être que ça a été suffisamment clair et que pas eu de besoin d'exprimer de questions. il y avait un peu de monde. Oui, 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 oui. En tout cas sur Facebook, puisque c'est le seul endroit où on a un indicateur, il y a au total une quinzaine de personnes qui Alors ont moi, ceux qui accepté m'ont en envoyé là, permanence. c'est des gens qui étaient sur le site. Oui, alors sur le site internet où il y a la retransmission également, là on n'a pas d'indicateur du nombre de vues en direct, quoi. Il Ah y a oui, globalement une cinquantaine de personnes, enfin il y avait, puisque je n'ai pas regardé récemment, il y avait une cinquantaine de personnes qui avaient jeté un coup d'œil, et donc à peu près une quinzaine de mais personnes qui sont... sur le site, j'ai des gens comme Jean-Simon, par exemple, ils n'ont pas de caméra, ils ne peuvent pas suivre, mais ils écoutent par le téléphone, je ne sais pas comment ils font. Ah, ah ben, il suffit d'avoir un ordinateur sur le site internet, d'avoir un ordinateur et puis de brancher le son et ça fonctionne très très bien. Bah, Ah, alors ça, les questions arrivent. Annick nous dit que bah voilà, elle était très intéressée. Et puis donc Andrew nous demande à partir de quel moment le duché de Bretagne devient-il français? Est-il toujours souverain aux yeux des lois internationales, comme certains disent? Je pense que c'est par rapport, ça c'est un jugement actuel. Alors, il n'est pas souverain, hein. Il n'est pas souverain et nous n'aurions même pas la possibilité, si nous le voulions, de faire un référendum comme veut le faire Nicolas Sturgeon pour l'Écosse. Et quand on va d'ailleurs en Écosse ou au Pays de Galles, souvent les Écossais et les Gallois sont un petit peu étonnés du manque, j'allais dire, du manque de liberté et du manque disons, de possibilités ou de pouvoir de la Bretagne. Alors, c'est en 1532 hein, que le duché de Bretagne a été définitivement rattaché à la France. On parle de traité d'union, mais dans la réalité, c'est un traité qui n'est pas un traité d'union puisqu'il n'a été signé que par la France et pas par les Bretons. Hein, donc, c'est un traité un petit peu particulier. Et ce traité, donc c'est François Ier, hein, donc lui il meurt en 1547, hein, François Ier, et ce traité d'union, la France va dire que il s'agit en réalité de la volonté des Bretons d'être rattachés à la France, ce qui était quelque chose d'assez discutable. Ce qui est intéressant par contre dans ce traité, c'est qu'il ne fait pas fi d'un certain nombre de choses. Et il y a des éléments, par exemple, dont je vous ai parlé dans les contrats de mariage, en particulier dans le contrat de mariage avec Louis XII, mais aussi dans suite Charles VIII, mais surtout Louis XII, où, par exemple, on va respecter l'idée des libertés de Bretagne. Et
respecter les libertés de Bretagne, ça va rester. Par exemple, on n'aura pas le droit pour autant d'envoyer des Bretons comme militaires hors de Bretagne sans leur accord. Même chose pour la justice. Et ça va rester, ça va être, si vous voulez, ce qu'on appelle les libertés de Bretagne. Et ça va rester jusqu'à la nuit du 4 août 1789, où ça va partir avec tout ce qui est l'abolition des privilèges. Ça va être assimilé à un privilège. Alors, puisqu'on en est aussi dans les thèses complotistes et tout ce que vous voulez, ou dans les fausses choses, en Bretagne, il n'y a pas d'autoroute. Et donc, vous avez des gens qui, comme dans le traité d'union, il n'y avait pas de péage à l'intérieur de la Bretagne, qui croient qu'on n'a pas d'autoroute parce que, tout simplement parce que c'était dans le traité d'union. Pas du tout. On n'a pas d'autoroute en Bretagne parce que quand au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a fait le plan routier, etc., et que c'était urgent, il a été décidé qu'il n'y aurait pas de péage en Bretagne, on roule à 110, mais ça a été un des héritages du Célib. Voilà. J'espère qu'en gros, j'ai répondu à la question. Alors, on a les remerciements. Tu as les remerciements de Sophie, qui trouvait ça très intéressant, clair et dense, et donc qui a apprécié la bibliographie que tu as proposée et qui nous souhaite à tous une très bonne année, en espérant nous revoir bientôt. Ça sera sûrement à travers les écrans pour le bientôt. Goen a demandé s'il était possible de revoir cette conférence en podcast, car elle a, je crois, manqué le début de la présentation. Alors oui, bien sûr, la totalité sera aussi bien sur Facebook, sur l'événement, le post Facebook. Je rappelle aussi que sur le site internet de la Mission Bretonne, donc Mission Bretonne tout attaché.bzh, vous pouvez revoir l'ensemble des cafés Histoire depuis le mois d'octobre, depuis le premier de la saison. C'est dans le menu en confinement que vous trouverez sur la page d'accueil. Et là, vous avez la totalité des conférences, des cafés Histoire, puis également des autres conférences que Françoise a réalisées, Françoise ou d'autres, Frédéric par exemple, pour Notre-Dame de Paris. Et puis vous trouverez également plein d'autres choses au sujet des festou, des concerts qu'on a pu soit réaliser nous-mêmes, soit diffuser pour d'autres, organisés par d'autres. Voilà. C'est tout pour l'instant. Ok, alors le prochain Café Histoire, alors on va quitter, on va partir avec une autre femme de Bretagne qui s'appelle Nathalie Lemel. Alors là, on va être entre Brest et Paris et la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc, c'est la compagne de lutte pendant la commune, c'est la compagne de lutte de Louise Michel. Voilà. Et sauf que Louise Michel a laissé des écrits ou autres, tandis qu'elle n'en a pas laissé. Voilà. Et c'est aussi une belle et triste histoire, mais c'est une femme hyper punchy et voilà, que Nathalie Lemel. Par contre, Claude, je ne sais plus la date, ça doit être le 4 ou le 6 février. Le 6 février. 6 février. Le 6 février. Donc, vous pouvez trouver sur le site internet, dans la partie agenda, l'ensemble des dates qui vont se compléter au fur et à mesure. Voilà, pour le Café Histoire. Alors, si vous ne savez pas quoi faire ce soir, Claude peut peut-être vous parler du Fest-Days, du Fest-Nose, sur Tamcrèze. Oui, il y a l'association Tamcrèze. Tamcrèze, c'est le site de référence et l'observatoire du Fest-Nose en France.
en Bretagne et même ailleurs. Donc, ils ont eu la bonne idée pendant le confinement d'organiser des fest-noz, d'abord avec les musiciens chez eux, et puis maintenant, les musiciens qui se déplacent dans un endroit à Saint-Brieuc. Et donc, entre 21h et minuit et demi, il vous sera possible de danser directement chez vous avec des musiciens en direct qui vous feront de la musique et aussi du chant. Et ce soir, comme c'est pas très loin d'ici, avec un ancien compère, c'est nous qui allons chanter avec d'autres musiciens. Voilà, c'est sur tamcraze.bzh ou aussi sur Facebook. Le lien est sur la newsletter, tu l'as mis? Ouais, le lien est sur le site internet et sur la newsletter. Une intervention de Laure qui a nommé ses filles Hermine et Anne, et à chaque fois, elle nous dit Anne, elle redit à sa fille Anne combien elle est fière de lui avoir donné le prénom de cette si grande dame. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore comme réaction? Ouais, les libertés, bon, c'est un accord sur les libertés actuelles de la Bretagne qui sont sous contrainte, quoi, Alors, identiques à celles des autres. après, sur la Bretagne souveraine, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui considèrent que ce traité est un traité unique et comme qu'il a été, comment dire, que c'est un traité qui, au point de vue du droit, a aucun sens. Et donc, du coup, la Bretagne serait souveraine. Mais malheureusement, l'histoire a fait évoluer les choses autrement. Mais Anne de Alors, Bretagne, elle est fabuleuse, oui. Andrew fait remarquer que s'il n'y a pas d'autoroute en Bretagne, par contre, en Loire-Atlantique, dans le pays nantais, il y en a, quoi. Enfin, entre autoroute et péage, il faut Ouais. quand même faire la distinction. Mais en fait, il n'aurait pas dû y en avoir si la Loire-Atlantique avait été au lendemain de la guerre rendue à la Bretagne. Elle en aurait pas eu non plus, mais comme elle a pas été rendue après la guerre à la Bretagne. Voilà, c'est un autre débat qui est réouvert. Voilà. Mais Anne de Bretagne et René de France, c'est deux personnalités assez fortes. La pauvre Claude, elle, a plutôt subi les choses, mais elle a été entourée de gens terribles. Par exemple, Marguerite d'Angoulême, il y a une amitié, une confiance entre elle et René de France, mais Claude, elle avait personne, hein, à part la terrible Louise de Savoie. Voilà. Stéphanie, je voudrais que tu dises deux mots sur la conférence de demain sur le patrimoine religieux. Alors en fait, demain, comme on ne peut pas faire non plus évangile et vie normal, oh là là, du coup, je propose une balade sur. Alors ce sera plus court que le Café Histoire, c'est une balade sur ce qui fait l'originalité du patrimoine spirituel de Bretagne. Donc, les calvaires, les chapelles, les abbayes, les croix, voilà. C'est plutôt patrimoine rural que patrimoine urbain. Et c'est plutôt patrimoine vraiment hérité Renaissance, époque moderne, que de l'époque contemporaine. Un jour, je me dis que je ferai peut-être sur l'époque contemporaine parce que sous l'influence des Sesbreur et il y a eu beaucoup de choses dans les années de l'entre-deux-guerres, mais ce ne sera pas là-dessus. C'est très classique, hein, c'est des abbayes, des chapelles, des croix et des calvaires. Voilà. Mais c'est un peu une balade.
historico-spirituel. Et donc demain, c'est à 15 heures. Oui, c'est 15 heures, voilà, faut pas que ça nous, faut pas qu'on se trompe non plus. Ok, bah écoute Claude, merci beaucoup parce que franchement, sans toi, je peux pas. Et puis c'est bien de se voir. Oui, avec plaisir. Ouais. On apprend toujours des choses. Ah ouais. Bon, bah merci beaucoup. Allez. Ciao, ciao.